Bonjour à tous, je suis Augustin Garcia, je suis l'éditeur de Indata Veritas et je suis là aujourd'hui pour vous présenter cette petite masterclass à ChatGPT. J'ai invité quelques amis experts ou pas experts d'ailleurs, je vais laisser le soin de se présenter à chacun. Voilà, je commence par notre candide, mais expert tout de même, mais qui est juste à côté de moi, qui s'appelle Bruno Sanvoisin. Bruno, présente-toi. Oui, bonjour, je suis Bruno Sanvoisin, moi je suis attaché de presse. Voilà, ChatGPT, c'est quelque chose qui m'intéresse vivement parce que voilà, souvent on entend dire que ChatGPT va remplacer nos métiers de communicants ou d'attaché de presse. Alors que moi je pense résolument que ça va nous faire gagner du temps, mais voilà, je suis là pour écouter un peu les différents experts et poser des questions. Très bien, c'est pour ça qu'on t'a pris. Nous avons aussi Catherine Aubin. Alors Catherine Aubin, elle fait partie de la communauté des Indata Veritas depuis le début. Elle est plutôt experte en graphisme, mais le graphisme et ChatGPT, vous allez voir, ça fait aussi l'affaire, le duo. Vas-y Catherine, présente-toi. J'essaye en tout cas. Catherine Aubin, 30 ans de communication derrière moi. J'utilise ChatGPT depuis un an maintenant et je suis allée dire après sur plutôt le créatif comme tu pouvais le dire. Mais ChatGPT m'accompagne au quotidien. Je vais pas dire chaque minute, mais pas mal de temps et j'ai créé des GPT dont un que je vous montrerai tout à l'heure. Ok, donc une IA addict. Sébastien, présente-toi. Ah bah bonjour, je m'appelle Sébastien Griot. Je fais du SEO depuis une quinzaine d'années. Je suis tombé dans ChatGPT dès que c'est sorti depuis 2 ans. Ça m'a pas quitté depuis. Et j'ai formé à peu près un peu plus de 500 personnes maintenant à l'usage de ChatGPT. Donc c'est un plaisir de pouvoir en parler. Ok, et enfin Louis, qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aussi. Donc, je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique du MBA MCI, qui est le MBA marketing digital du pôle universitaire Léonard de Vinci à Paris, La Défense. Et donc, j'ai un certain nombre d'étudiants qui sont en train de suivre ce live et qui sont absolument ravis d'avoir, on va dire, l'essentiel en un live sur ChatGPT, parce que j'imagine que pour pouvoir décrypter et décortiquer ChatGPT, il faudrait bien plus qu'un seul live, mais il faut bien mettre le pied à l'étrier au moins une fois. Et en tout cas, merci à vous tous et toutes avec Catherine pour ce live qui, je suis sûr, va être très riche. Ok, bon bah très bien. Je tenais à dire qu'aujourd'hui, nous sommes aussi retransmis sur Assistante Plus. Alors Assistante Plus, c'est un magazine qui s'adresse aux assistants, aux assistantes et aux office managers. Voilà. Donc aujourd'hui, contrairement à d'habitude, nous allons baisser un tout petit peu le niveau, non pas pour les assistantes, hein, globalement pour les débutants et les novices, pour bien montrer que tout le monde peut utiliser ChatGPT. Avant de se lancer dans des démonstrations, parce qu'il y aura beaucoup de démonstrations, on va lancer Sébastien qui va nous montrer les différentes manières de se connecter et les différents ChatGPT qui existent sur le marché. Allez, c'est parti. Hop. Déjà, bonjour à tout le monde. On va commencer par là. Si vous découvrez un peu ce que c'est ChatGPT, ChatGPT, c'est un assistant conversationnel, hein, une IA avec laquelle on va pouvoir venir parler. Et donc, du coup, il va avoir différentes manières d'accéder à ChatGPT. Il va avoir la manière d'y accéder par Internet, donc par son interface sur chatgpt.com. On va également avoir la possibilité de pouvoir, utiliser l'application, puisqu'il y a une application desktop maintenant qui vient avec. Mais il n'y a pas véritablement de différence entre les deux, si ce n'est qu'on peut quand même discuter avec l'IA et rentrer en mode vocal directement avec elle. Mais on ne pourra pas vous faire la démonstration parce qu'il n'y a pas de retour micro. Mais là, on peut venir directement, par exemple, venir discuter avec ChatGPT.
Donc, ChatGPT, c'est quoi? ChatGPT, c'est une IA conversationnelle. C'est quelque chose qui, avec le temps, a pris du galon, on va dire ça comme ça, qui s'améliore de version en version et ce qui explique qu'aujourd'hui, on ait un petit onglet tout en haut dans lequel on va avoir les différents modèles qu'on peut appeler les différentes versions de ChatGPT et aujourd'hui, on va avoir grosso modo 3 versions concurrentes qu'on peut venir utiliser. La version classique, qui va être ce qu'on appelle la version 4O. On va avoir la version 4O1 Preview. Alors ça, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ChatGPT, pour pouvoir régler certains problèmes dont on va discuter pendant ce live, ils ont lancé un nouveau modèle, mais ce modèle-là n'est pas réellement plus intelligent, mais en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ce qu'on appelle des chaînes de pensée, où quand on va discuter avec lui, il va mettre longtemps à nous répondre, à peu près 15 à 20 secondes. Il va utiliser plein d'étapes intermédiaires et il va essayer de nous faire une réponse plus riche. Donc là, c'est le nouveau modèle de ChatGPT et on a la O1 mini. Chez ChatGPT, les versions mini, c'est les versions comme leur nom l'indique, avec une base de données, on va dire ça comme ça, un peu plus étroite, ce qui permet au modèle d'être plus rapide et d'être plus rapide, dans sa réponse. Donc voilà pour ce qui est des modèles et des accès sur ChatGPT. OK, ça existe aussi sur téléphone? Oui, pardon, j'ai oublié de le dire. Oui, tout à fait. Ça existe, sur mobile. D'ailleurs, sur mobile, c'est là où je trouve que la version vocale est le plus intéressant, où on va rentrer, le plus facilement en interaction avec ChatGPT et une dernière chose, parce que quand même c'est quand même assez important, c'est aujourd'hui, on peut aussi accéder à ChatGPT. Donc ça, je dirais que c'est l'accès, classique, grand public de ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est aussi et avant tout un outil qu'on peut appeler, dans son code et quand on utilise ChatGPT, on va beaucoup utiliser la partie plateforme dans laquelle on va venir, par exemple, développer ces assistants qu'on va venir appeler et on en reparlera. C'est un peu comme nos GPTs, mais là, ça nous permet de d'y accéder directement dans du code. Donc, on va pas revenir dessus, mais c'est aussi une troisième manière d'accéder à ChatGPT, je dirais d'une manière un peu plus industrielle que la première. OK. Tu peux nous dire quelles sont les versions qui sont payantes et celles qui ne sont pas payantes? Oui, en effet. Bonne question. Alors je ne sais pas si la faudrait que quelqu'un puisse me le dire, si la O1 Preview est disponible en version gratuite. Je crois que oui. Je crois que la différence aujourd'hui entre la version gratuite et la version payante, c'est surtout le nombre de fois où on va pouvoir appeler l'IA. Aujourd'hui, je rencontre aucune, limitation en payant et on a une autre version de ChatGPT. Donc il y a ChatGPT Plus, si je dis pas de bêtises et il y a la version «supérieure» entre guillemets, qui est la version Teams, qui elle, en fin de compte, a pour moi un énorme avantage, c'est qu'elle ne conserve absolument rien. Elle n'entraîne pas le modèle. Aujourd'hui, depuis plusieurs mois, à vrai dire, tout ce que je dis à ChatGPT, normalement, logiquement, contractuellement, reste entre lui et moi et je n'entraîne pas le modèle, donc je n'ai pas de peur, de crainte que ce que je dise à l'intérieur puisse fuiter plus tard, par exemple. Mais OK. Sébastien, excuse-moi, là tu nous as montré les différentes possibilités, Ouais. pas différentes versions de ChatGPT. En fait, tu es obligé de choisir une des versions où tu peux les utiliser toutes concomitamment. Et sinon, toi, tu recommandes qu'on utilise laquelle en fait? Ça va dépendre pourquoi. Alors, en effet, si tu veux, quand tu, vas lancer une conversation avec ChatGPT, tu vas avoir la possibilité de pouvoir venir choisir le modèle qui vient répondre à l'intérieur. Tu peux venir le changer au moment de la conversation. Après, de toi à moi, j'utilise 2 choses sur ChatGPT. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait 3 modèles. Je n'ai pas parlé du troisième, c'est la version Canva et la version Canva, elle est vraiment hyper intéressante quand on va venir soit écrire du texte, soit venir, «Fais-moi un code pour, me connecter en HTML». OK. Là, tout à l'heure, on aura un Pardon, tuto désolé. de l'avatar d'Alexandre Stoptiki, puisque je l'ai vu passer quelque part sur le studio. Donc, son avatar va nous faire une démonstration complète. Et Voilà. voilà, et bah, ça, c'est vraiment aussi une manière d'utiliser ChatGPT. Donc au quotidien, j'utilise beaucoup la version Canva, énormément ces derniers temps et la version 4o de ChatGPT puisque c'est la version la plus rapide
et la version 4.1 Preview, je trouve que oui, elle est intéressante sur certaines choses, mais pas pour mes activités au quotidien. C'est trop lent et ça part trop dans des choses qui m'intéressent pas forcément. OK. Donc en fait, il faut prendre le 4O qui correspond Oui, à à votre utilisation, quotidienne. à celle de tout le monde. Exactement. Hem, nous avons, Alexandre Stopnicki qui va nous parler là, je lance sa vidéo, qui va nous parler en fait des trois dernières nouveautés là qu'on a entendues, qui sont, sorties il y a quelques jours, hein, parce que j'ai vu son avatar. Bonjour Voilà. tout le monde. Je voulais parler des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. Alors, il y a 3 choses qui ont changé récemment. Premièrement, un bouton pour chercher dans ces conversations a été ajouté. Alors, c'est super pratique pour retrouver tout le travail que vous avez déjà effectué avec ChatGPT et donc toutes les conversations. Deuxièmement, une nouvelle fonction qui était très attendue a été introduite, la recherche sur Internet directement dans l'interface de ChatGPT. Elle exploite toute la puissance des modèles de ChatGPT. L'avantage est double. Non seulement elle fournit les bons liens pour vérifier l'information, mais en plus, elle permet de synthétiser et d'enrichir l'information qui a été trouvée. Troisième modèle, troisième fonctionnalité, le modèle Canvas. Il a été ajouté et il permet d'écrire et d'améliorer le résultat de ces prompts directement dans une fenêtre dédiée à cet effet. À noter que la plupart de ces fonctionnalités sont disponibles dans la version payante de ChatGPT. Et uniquement. Bon, hop, nous revoilà. Donc voilà, nous avons une petite présentation. On va y revenir, on va vous monter des tutos. Tout à l'heure, Alexandre, d'ailleurs ce n'est pas Alexandre, hein, c'est un avatar. Alexandre nous parlait de la nouveauté de recherche. Est-ce que Louis, tu veux nous faire une démo ou Sébastien? C'est comme vous voulez. Oh, vas-y, Louis. Louis, veux-tu faire une démonstration de search, ou tu veux que je la fasse? Je la lance et tu dis ce qu'on montre. Hop, je la lance. Allez, je suis là. Alors, on va aller sur Canva et hop, je vais lui dire que quels sont. Alors, pardon, en fait, j'ai un petit décalage, je suis désolé. J'ai un petit décalage. Alors, Bah, tu peux parler sur ce que tu vois à l'écran alors. Alors, je lui propose de chercher quelques restaurants sur Biarritz avec, en les affichant sur une carte. Hop, vous allez voir, c'est instantané. Évidemment, on est sur Canva, ça va pas vouloir marcher. Hop. Oui, d'accord. Pour que ça fonctionne, il faut que la petite map monde que vous voyez ici soit affichée. Donc, vous appuyez sur la map monde et ici, et il va les chercher. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est assez rapide. Alors, figure-toi, quelqu'un m'a fait la réflexion qu'il trouvait ça lent et je lui ai posé une question en retour. Est-ce que tu trouves ça plus lent que d'aller sur les 10 sites, lire les 10 pages et faire un résumé des 10 pages? Alors, Moi, je trouve personnellement, que je c'est trouve plutôt ça plus rapide. rapide. Ouais. Voilà. Bon, alors effectivement, si on se dit que Google fait la même chose, Google fait la même chose. Sauf que là, on est dans une conversation. C'est-à-dire que là, on vient de lui poser la question, et donc là, on peut aller sur le site web de l'impertinent directement, sans sortir. Bon, donc là, ça ne s'affiche pas, mais bon. On peut aussi l'appeler. Et surtout, on est dans une conversation, c'est-à-dire que oui, mais moi j'aime les burgers. Hop, et c'est parti. Et donc là, il comprend que je lui demande des burgers et il va me montrer les restaurants de burgers sur, sur Biarritz. Bon, je parle de Biarritz, c'est que j'y habite, hein. Voilà. Ok. La recherche ne se limite pas à juste une carte, hein. Vous pouvez lui donner la photo de votre frigo et lui faire une recherche sur le web pour voir quelles sont les recettes qu'il pourrait faire avec. La semaine dernière, un étudiant de Louis nous a montré à quel point il utilisait la recherche sur ChatGPT
pour trouver des tutos. Il avait un aquarium, si je ne m'abuse, un aquarium qui était en panne. Il a montré la photo de la pompe et ChatGPT lui a trouvé la documentation de la pompe. Voilà, voilà. Alors, donc voilà, ça c'était pour ChatGPT. On va passer au tuto pour le Canva. Hop, je le Je tenais à vous lance. présenter ce nouveau modèle qui s'appelle Canvas, qu'on trouve ici en cliquant à gauche dans votre fenêtre de ChatGPT et vous cliquez sur ChatGPT 4o with Canvas. Alors ça fonctionne que si on a la version payante, pour l'instant en tout cas, et c'est en version bêta. Mais ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Donc on va demander à ChatGPT de nous donner des informations sur un site qui s'appelle iamagique.com. Et là, vous avez vu, il écrit de façon classique toutes les informations qu'il a trouvées. Mais jusqu'à maintenant, on n'est pas encore en mode Canvas. Pour passer en mode Canvas, il y a une petite astuce quand c'est pas par défaut. Je vais vous la montrer tout de suite. On peut lui demander par exemple de passer en mode Canvas. Donc il suffit d'écrire ça dans la zone de dialogue. Et là, regardez, il y a une fenêtre qui est apparue. Et on se retrouve maintenant, vous allez voir, avec 3 zones principales. La première à gauche, c'est une zone plus classique, plus traditionnelle à laquelle vous êtes déjà habitué et qui va vous permettre, comme dans un chat GPT normal, de converser avec l'IA. Au centre, vous avez le texte qui est en cours de modification. Et c'est ça la force de Canvas, c'est que vous allez pouvoir modifier directement le texte sans avoir à attendre que ChatGPT vous réécrive tout plusieurs fois et vous retrouver dans une conversation qui serait très longue avec plein de modifications. La modification va s'effectuer uniquement au milieu. Alors on va tout de suite faire des modifications parce que je vous ai dit qu'il y avait une 3e zone à repérer. C'est un petit bouton qui se trouve en bas à droite. Quand on clique dessus, il y a une flèche qui apparaît, une flèche blanche sur un fond noir. Et si on clique sur cette flèche une 2e fois, cette fois-ci, vous allez voir que Canvas va se mettre à surligner des parties de votre texte. Donc c'est ChatGPT qui fait ça très bien. Et va vous proposer des modifications à appliquer quand on clique sur le bouton. Donc par exemple, cette phrase est informative mais elle pourrait être allégée. On va faire appliquer. Et là, il va nous faire la correction immédiate du texte qu'il avait principalement écrit dans cette zone. Alors, si les autres corrections ne m'intéressent pas, il suffit que je clique dessus pour lui dire de les arrêter. Et puis, si j'en veux une 2e, je vais faire appliquer. Et là, vous allez voir que la correction va s'appliquer immédiatement. Alors, il y a plein d'autres modifications qu'on va pouvoir faire avec ce petit bouton magique de suggérer des modifications. On va choisir, par exemple, d'ajouter des emojis. Et là, vous allez voir qu'il va être capable directement de m'ajouter des emojis dans le texte, ce qui va enrichir un petit peu les choses. Pour ceux qui aiment les emojis, ils vont être servis. C'est directement à partir de ce modèle Canvas qu'on peut le faire. Évidemment, on aurait pu faire la même chose dans un prompt, mais là, tout est fait directement sur le texte central. On va maintenant utiliser le bouton peaufiner. En cliquant dessus 2 fois, à chaque fois, vous avez vu, il faut cliquer 2 fois, il va me mettre en forme de façon plus professionnelle mon texte en mettant du gras, en mettant des titres, peut-être des balises H1, H2, H3, qui sont en fait les balises de sous-titres et qui vont permettre d'avoir un texte beaucoup plus propre. On a encore d'autres options. Par exemple, on peut rendre le niveau de lecture peut-être pour un enseignement supérieur ou pour la maternelle. Clique sur le bouton. J'ai pas besoin de lui dire tu es un professionnel de l'écriture de l'enseignement supérieur. Il l'a fait immédiatement de cette façon-là. Il y a encore d'autres options. On peut ajuster la longueur. Si je trouve que maintenant mon texte est trop long, je vais diminuer plus court, le plus court, ou alors carrément le plus court. Enfin, ça va être encore plus court. Et là, je vais cliquer une seule fois pour raccourcir un peu ce texte. Et vous allez voir qu'on va obtenir du coup un texte modifié directement au centre, comme vous pouvez le voir avec les commandes à gauche qui s'affichent, mais la modification au centre qui me permet de conserver l'intégralité de mon texte. Je peux bien sûr ajouter directement dans ce texte mon propre texte. Par exemple, si j'écris Alexandre Stopnicky, voilà, et que je surligne ce texte, je vais avoir la possibilité de dialoguer avec ChatGPT sur ce texte et je vais pouvoir lui demander quelque chose de précis. Par exemple, si je lui demande d'écrire la bio d'Alexandre Stopnicky ici, il va surligner le texte et il va être capable de m'écrire une bio très courte. On peut avoir encore d'autres modifications directement sur un paragraphe en cliquant sur les petites zones qui apparaissent comme vous pouvez le voir avec le petit plus ici lorsque on se déplace sur un paragraphe. Et donc on a évidemment la possibilité de copier l'intégralité de ce texte, de regarder aussi et de voir toutes les modifications en cliquant sur ce bouton de modification et donc gérer l'historique. Donc tout ça c'est extrêmement pratique et c'est très convivial. Donc ce nouveau modèle Canvas,
bouleverse l'ergonomie que l'on avait jusqu'à maintenant avec une interface de ChatGPT, puisque on ne pouvait pas modifier le texte directement, il fallait le copier-coller dans un éditeur de texte, sinon c'était impossible. Là, aujourd'hui, vous pouvez jouer avec votre texte et le compléter, l'améliorer, le peaufiner, le rendre plus long, plus court, et donc le transformer immédiatement, et à la fin, utiliser ce texte, le... Je crois qu'on est revenu. Oui, on est revenu à l'écran. Bon, une personne nous demandait sur le chat si on allait montrer uniquement les fonctionnalités des versions payantes. En fait, on pourrait vous montrer d'autres versions, donc c'est ce qu'on va faire. Ici, l'avantage des versions payantes, c'est que vous pouvez mettre un PowerPoint, vous pouvez mettre un PDF, vous pouvez mettre un fichier Excel, vous pouvez faire exactement beaucoup de choses, vous les posez, et là, vous commencez une conversation avec lui. Là, tel qu'on est sur les versions gratuites, eh ben, on ne peut pas faire la même chose, donc on est obligé de rentrer un texte. Par exemple, là, je viens de faire un copier-coller d'un texte d'un article qui a été écrit, donc voilà, et je lui demande, hop, je vais tout au bout, et là, je lui demande, hop, ici, faire un résumé de ce texte. Vous voyez, on parle de ChatGPT, on entend les chats. C'est chez toi, Sébastien? Oui. Donc voilà, donc vous voyez, on a donné un texte, donc c'est un texte d'Alban Pelletier, et nous avons directement une version résumée. On pourrait aussi lui demander sous forme de bullet point, donc hop, et donc vous avez la même chose, mais en forme de liste à puces. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas à nous poser des questions. Hein. On y répond. Vous avez un chat qui permet de le faire. Vas-y, Louis. Pour compléter, ouais, ça y est, c'est bon, je suis enfin synchronisé avec vous. Donc, là, ce qu'on est en train de montrer sur ChatGPT, grosso modo, toutes les autres IA textuelles le font. Gemini le fait bien, Claude le fait bien. C'est pas impressionnant. Alors, bien sûr, hein, c'est par là qu'on commence. Mais là, aujourd'hui, en novembre 2024, il n'y a plus besoin d'être un roi du prompt. Vous savez, au tout début des IA génératives, on vous disait oui, alors il y a un nouveau métier qui s'appelle prompt engineer, ingénieur du prompt. Même si évidemment le prompt reste, le prompt, la requête, hein, l'interaction que vous avez avec l'IA générative, la qualité, la précision de votre requête dépendra aussi du nombre d'itérations et de la longueur de la conversation que vous aurez avec l'IA, évidemment. Mais aujourd'hui, vous pouvez interagir, on peut rester sur ChatGPT avec des choses extrêmement vagues, avec des requêtes pas très précises, parce que peut-être que nos idées, au moment où on converse avec l'IA, avec ChatGPT, ne sont pas très précises. Vous allez voir que assez vite, en fait, l'IA ChatGPT va vous amener à devoir préciser. Donc, il n'y a plus cette barrière à l'entrée sur le prompt. Mais ça, c'est pas impressionnant. SearchGPT, on vient de voir une petite démo, Sébastien nous en a parlé également. Ça, c'est une vraie révolution. Ça l'était déjà avec Perplexity, qui est une autre IA, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque le fondateur de Perplexity, voilà, qui aime bien, je pense aussi, jouer le coup de la com, dit que bon, il allait tuer Google. On va voir, hein. Mais c'est vrai que c'est une autre approche de l'information et de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Canvas, ce que nous a montré Augustin, c'est, comme tu l'as très bien dit, Augustin, ce n'est plus on copie-colle le résultat de ChatGPT ou d'une autre IA et ensuite on va la traiter sur un Word, sur un PowerPoint, je sais pas. Il n'y a plus ces étapes-là. On le fait directement dans le Canvas, on le fait directement avec ChatGPT. Alexandre l'a montré dans sa vidéo. Vous avez vu, il y a même une option pour ajouter des emojis. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de mettre des emojis. Pour ceux qui sont quotidiennement sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux ou même qui envoient des mails, moi je ne sais pas vous, hein, mais je ne reçois plus aucun mail sans aucun emoji. C'est devenu un langage à part entière. Mais il y a une vraie science de l'emoji. À quel moment on met un emoji? Là, ChatGPT analyse le texte pour
trouver le bon emoji qui va avec le mot ou avec la phrase. Alors c'est à 80% bon. Il a plutôt tendance, pour ceux qui ont déjà essayé les emojis sur ChatGPT, il a tendance à en mettre un petit peu trop. Hop. Ah, On a perdu. bah, on m'a perdu, mais je voulais terminer là-dessus. Je disais qu'il a tendance Canvas à mettre un peu trop d'emojis. Voilà, il est une surabondance d'emojis. Mais il vaut mieux trop d'emojis et se dire tiens, je vais l'enlever là parce que c'est pas vraiment pertinent ou il y a un petit peu trop, plutôt que de se retrouver, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, face à une page blanche, à se dire en fait, qu'est-ce que j'écris, comment je l'écris, comment je mets les emojis et pourquoi et à quel moment. Ce gain de temps, c'est aussi un gain de productivité. C'est pour ça que je pense qu'on est tous convaincus autour de la table et j'imagine que ceux qui nous écoutent sont aussi intéressés. C'est parce qu'en fait, vous allez gagner au début des minutes et peut-être des heures sur des tâches qui peut-être vous prenez 2 heures, 3 heures, on va, je sais pas, écrire un bon mail à un client un petit peu péchu, un petit peu percutant, peut-être que ça vous prend aujourd'hui 1 heure, 2 heures quand on parle de la page blanche. Mais grâce à ChatGPT, grâce à Canvas peut-être, ça va vous permettre de gagner 45 minutes, 1 heure, 50%, 75% de votre temps. Et la question, vas-y. Hein. Ouais, Je voulais. Pardon. Je vous entends parler là de, effectivement, on va faire trembler Google. Ok, on est d'accord que c'est de la com, mais on sait aussi, enfin, quand on regarde le marché US, on sait que les trucs nous arrivent dans la foulée. Je crois que l'année dernière, le chiffre, Augustin, je parle sous ton contrôle, mais que un peu plus de 40% des recherches étaient effectuées sur des GPT en fait, et non plus sur des Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour se faire référencer, parce que je vois qu'on a un SEO addict, est-ce que le SEO, il présente toujours une importance? Est-ce qu'il faut adapter le SEO pour correspondre à ces plus ou moins scores de crédibilité qu'utilise GPT, ou je suis complètement à la ramasse? Du SEO, il y en aura toujours besoin, puisque ça s'appuie derrière sur un moteur de recherche. ChatGPT, ça va être la capacité à venir se connecter aux résultats de ce moteur de recherche. Donc maintenant, il y a à comprendre comment fonctionne ce nouveau moteur de recherche qui est derrière. Mais pour pouvoir répondre sur l'avenir de Google, si je m'en moque depuis un petit moment, parce qu'ils sont quand même un petit peu en retard, il faut juste pas oublier un truc quand on parle de Google, c'est que le Google, ce n'est pas qu'un moteur de recherche. Google et leur IA, elle est intégrée dans Workspace, qui lui est intégré aux emails, qui est intégré à Google Sheet, qui est intégré à tout l'écosystème de Google. Donc, il y a pas que ça derrière et c'est pour ça qu'un Perplexity ou un ChatGPT, ça reste moi, je trouve ça hyper pratique. J'adore ChatGPT, j'utilise et voilà. Mais à côté, j'ai bien conscience que je pense que ça ne tuera pas Google, ça va juste le faire évoluer et pour revenir sur les exemples qui étaient donnés, je pense que l'avenir du SEO, c'est l'hyper personnalisation. Voilà. L'i on l'a bien vu, c'est quelque chose qui répond très exactement à qui je suis. Sinon Bruno, quelles sont tes attentes, toi, quand tu écris des choses, quand tu demandes des choses à ChatGPT? Alors moi, c'est C'est- un peu spécial puisque je suis attaché de presse, donc alors en gros, je fais pas faire mes textes par ChatGPT de façon générale quand j'ai un communiqué de presse à faire, un avis d'expert, ce genre de choses. Je vais pas l'utiliser en fait comme pour le faire, c'est-à-dire que c'est moi qui vais le faire. Après, les façons que je vais avoir d'utiliser ChatGPT, c'est par exemple, je vais avoir un communiqué de presse et je dois contacter un journaliste que je connais vaguement, ou j'ai lu des articles bien évidemment de lui, et à la limite, je vais demander à ChatGPT de me proposer un email pour essayer de convaincre, sur la base du communiqué que je lui fournis, pour convaincre le journaliste de prendre mon information ou d'accepter un rendez-vous. En gros, je vais l'utiliser là-dessus. L'autre cas d'usage, c'est l'autre fois, j'ai fait un avis d'expert sur la souveraineté numérique. Les échos m'ont dit ok, nous on veut bien la publier, mais c'est 2900 signes. Mon texte en faisait 7400. Donc j'ai gagné vachement de temps en lui demandant de me faire une synthèse. Bon, après, il a fallu que je retravaille, hein, bien évidemment, mais j'ai gagné énormément de temps. Voilà en gros l'essentiel, moi, de l'utilisation que j'en fais. Mais faire des mails personnalisés et complètement dédiés à la personne en face, et puis des synthèses sur des documents qui sont très longs, voilà à quoi je vais l'utiliser essentiellement.
Mais Bruno, ce que tu dis, en fait, c'est, il faut juste se dire que là maintenant, ça y est, les IA génératives. Et donc, on est sur ChatGPT aujourd'hui, mais ChatGPT, c'est un précieux allié pour un précieux allié, pardon, pour les professionnels de l'écrit. On peut peut-être faire un exemple, Augustin. Alors là, je voyais que tu étais en train de faire une Julie. recherche, mais Non, c'était ne pour serait-ce illustrer ce qu'a dit Bruno, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il veut personnaliser son mail vers Judicaël Irel, qui est journaliste et qui écrit sur les montres, il peut très bien demander à ChatGPT via son search de trouver tout ce que Judicaël a écrit sur les montres récemment. C'est une question temporelle, c'est-à-dire c'est à l'instant où est-ce que vous l'utilisez. Je dirais instinctivement, les gens ils iront peut-être plutôt directement sur Google comme ils le font, tandis que quand vous êtes sur une utilisation, vous êtes dessus, etc., vous allez développer en fait cette recherche directe comme ça avec les sources qu'on peut avoir et à jongler sur ChatGPT sur les différents points. Donc, est-ce que vous, en étant à l'inverse, en étant sur ChatGPT, est-ce que vous irez sur Google désormais pour aller chercher, alors que vous l'avez directement là? Je dirais Alors Catherine, à double tranchant. Catherine, moi mon point, enfin l'utilisation que j'en fais, c'est pas ce qu'a montré Augustin. En gros, savoir qui est Judicaël, sur quoi il écrit, etc. C'est effectivement des Google, etc. peuvent le trouver. Mais demain, je dois annoncer une nouvelle gamme de montres Omega, par exemple. Je vais me servir donc je vais faire un communiqué de presse qui va être plutôt général, horlogerie, consommation, luxe, ce qu'on veut. Et je vais demander effectivement à ChatGPT de me dire, voilà, je veux contacter Judicaël Irel, qui bosse au Point ou au Figaro, je ne sais plus, sur des spéciaux montres. Qu'est-ce que je peux mettre en avant, ou peux-tu me faire un mail pour accompagner mon communiqué de presse qui va le convaincre de s'intéresser à mon truc? En fait, c'est sur ce sens-là. Je ne vais pas aller chercher des informations sur Judicaël. Je vais lui demander que mon communiqué de presse soit synthétisé en un mail pour le convaincre, mais qui soit complètement dédié à ce que lui est, ses maraudes, ce qu'il a écrit, etc. Je m'en fous de savoir ce qu'il a écrit, en fait. Tu vois, D'accord. Je dirais c'est tout l'intérêt du prompt et c'est là la force du prompt, c'est de lui écrire exactement la définition de ce que tu as besoin, que ce soit d'une recherche ou soit vraiment d'une écriture par rapport à ta demande initiale. Ok. pour compléter ce que disent Bruno et Catherine. Que tu sois attaché de presse ou que tu sois dans la communication, dans le marketing, tu as envie de contacter quelqu'un que tu ne connais pas. D'accord ? Tu as son adresse mail, tu peux le trouver sur LinkedIn. Vous savez que quand vous faites une invitation sur LinkedIn, vous pouvez personnaliser l'invitation 300 caractères. Hein. Faut être percutant. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller regarder ce que cette personne a écrit, peut-être quels sont ses derniers posts. Enfin, tu vois, tu vas essayer de te créer un aperçu mental, tu vois, des différents ressorts que tu pourrais utiliser. Ça prend 5 minutes, ça prend 15 minutes, ça prend une demi-heure, ça dépend de l'importance de cette mission. Là, on a bien vu avec l'exemple d'Augustin que, hop, tu fais la recherche, tout de suite, tu as ces différents articles, ces différentes publications. Donc, en fait, tu as déjà en fait, le point de départ pour pouvoir voir ce sur quoi tu pourrais rebondir. Sauf que l'IA, elle va encore plus loin, et c'est ce que nous disait Bruno, c'est qu'en fait, l'IA, elle va pouvoir te dire, hein, c'est peut-être ça l'élément clé, c'est peut-être ça ce sur quoi tu devrais rebondir. Et c'est là où tu gagnes du temps. C'est que tu as peut-être, allez, 15, 20 informations, tu dis, oh, ok, d'accord, je peux en mettre qu'une seule. Mon accroche par mail ou mon accroche sur LinkedIn, c'est un point le plus important. Et bien là, ChatGPT, il va prendre très gentiment ta main et il va te dire, tiens, c'est de ça dont tu dois parler. Ok. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Louis, on peut lui faire écrire donc des communiqués de presse, des articles, on peut absolument tout lui faire écrire. Donc là, je lui demande peux-tu m'écrire? Alors moi je sais, je tutoie ChatGPT, faire un article de blog sur la dernière Rolex. Je lui dis que je veux le style du Figaro, puisque les personnes nous ont dit qu'on voulait aussi que ça fonctionne sur la version gratuite. Donc je lui donne le style. Si j'ai l'habitude d'écrire avec le style du Figaro,
ChatGPT, c'est beaucoup de choses sur moi. Il garde en mémoire. On n'est plus obligé de lui donner le contexte, hein. Il faut lui dire, voilà, il sait que j'ai tel et tel client ou j'ai tel et tel contact. Il sait de la manière avec laquelle, quel style j'utilise. Il sait absolument tout désormais. C'est plus comme avant où il fallait lui dire, je suis un professionnel de l'immobilier, je voudrais écrire ceci. Non, là, c'est fini. Ici, on a l'habitude d'utiliser la même machine et le même logiciel. Il sait exactement qui vous êtes. Je lance voilà, je lui demande 500 mots sur la dernière Rolex. On peut peut-être continuer à parler pendant ce temps-là. Oui, vas-y. C'était une blague. Non, mais moi, ça me gêne pas. Ok, donc voilà, Si je peux dire, ça se faisait pas tout seul. Il vous a écrit le texte de 500 mots. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, il faut quand même le relire, hein, parce que des hallucinations, il peut en avoir. Une hallucination, c'est quand il vous raconte n'importe quoi. Ça arrive. Bon, probablement sur la dernière Rolex, il ne va pas se tromper, mais quand vous lui demandez des choses très très précises, des fois, il peut inventer des choses. Ici, il vous a donné un texte. Moi, j'ai l'habitude de lui dire « je ne veux pas ». Le style du Figaro. Non, c'est pas ça. Je lui ai demandé le style du Figaro, mais je ne veux pas de verbe permettre ou pouvoir. Donc, recommence. Hop, et il recommence sans mettre permettre et pouvoir. Parce que on vous dit souvent, oui, mais on reconnaît le style de ChatGPT. Oui, alors c'est vrai, il a l'habitude de commencer ses phrases d'une certaine façon. Il a l'habitude de faire des phrases un peu verbeuses, très longues. Et il a surtout l'habitude d'utiliser les verbes permettre, pouvoir, et de mettre un résumé ou une conclusion à la fin, ou écrire en somme, comme s'il fallait résumer ce qu'il venait de dire. Voilà. Il est un peu pompeux aussi. Alors, il est un peu pompeux, ChatGPT. Vrai. Non, c'est vrai. Il est un peu pompeux. Il aime bien les adverbes. Il aime bien aussi. Il a toujours un style un peu emphatique, tu vois. Là, tout est fantastique, tout est formidable. Et comme tu viens de nous le montrer, Augustin, retravailler les textes en lui donnant des consignes très claires. Alors là, au début, tu vois, tu as commencé par lui dire bonjour ChatGPT, tu l'as tutoyé, et puis ensuite, tu es arrivé vraiment en lui donnant des ordres. Vous en faites pas, hein, il va pas s'offusquer ChatGPT, mais c'est voilà, je veux pas avoir le verbe permettre pouvoir, fais des phrases plus courtes, faut lui dire ça aussi, fais des phrases plus courtes, utilise moins d'adverbes, voilà, et il va le faire. Et donc toutes ces itérations, non seulement vont vous faire gagner du temps, mais surtout, et ça c'est conviction personnelle, le résultat que vous allez obtenir, je pense, est meilleur que si vous l'aviez fait par vous-même. Mais vraiment. Ok. Waouh. Et là, ouais, j'ai rajouté, donc là, effectivement, c'est dans la version payante. Je lui ai demandé un canvas parce que tous les ordres que je lui ai donnés tout à l'heure, je peux désormais, en fait, ici, lui demander de me suggérer des modifications. Donc, il faut cliquer 2 fois. Hop, il le fait. Il va surligner ce qui lui semble un peu douteux dans ce qu'il a fait lui-même. Rappelez-vous, c'est lui qui l'a fait. Et donc là, par exemple ici, il dit l'expression effervescence unique, donc bien pompeux, est assez vague. Donc là, il propose d'améliorer cette phrase. Mais ça veut dire, tout à l'heure, vous avez parlé d'hallucination. Il y a quelqu'un qui mettait dans les commentaires, peux-tu me donner une citation de Victor Hugo sur Internet? Il va te la sortir. Est-ce qu'il y a une façon de faire pour éviter ou limiter les hallucinations? Alors, je voudrais te dire, Bruno, je ne suis pas sûr que l'utilisation professionnelle de ChatGPT soit dans la recherche de citations de Victor Hugo. Si, pour un communiqué de presse qui brille la nuit. Non, je déconne. Non, mais il est vrai, c'est-à-dire que au tout début, on nous a dit ChatGPT, il ne sait pas faire des calculs, il ne sait pas faire ceci, il ment tout le temps. Effectivement, mais c'est un robot conversationnel. On discute avec lui, et plus on discute avec lui, plus on améliore le texte qu'il propose. Dans la version Canva, on peut vraiment aller au bout de ce raisonnement.
c'est fait pour converser avec lui. C'est pas fait pour aller chercher, je sais pas, quelque chose que tu vas trouver dans le Robert, quoi. Non, mais Euh, ce que je voulais dire par là, Augustin, c'est comment tu te prémunis euh, contre des hallucinations. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux lui passer un brief en disant je voudrais un truc, je sais pas, sur souveraineté numérique, machin, etc. Je veux avoir un état du marché. Et tu as des gens qui te disent il y a des hallucinations. Est-ce que maintenant, avec une certaine maturité, si je peux appeler ça maturité, de ces types d'IA, les hallucinations sont limitées ou est-ce qu'il y a une façon de les identifier? Ce que moi, je ne pourrais peut-être pas faire nécessairement, tu vois. Alors, je me permets de te répondre, même si j'utilisais le mot permettre, pardon, Augustin. Bruno, en fait, il y a toujours des hallucinations. Et pour rester dans notre exemple là de la Rolex, il pourrait très bien nous mettre une phrase du type le précédent modèle qui s'appelait, je sais pas, Alligator, tu vois, n'a pas rencontré le succès espéré. Voilà. Il va nous sortir une phrase comme ça. Et toi, tu connais Rolex et tu dis attends, c'est quoi ce truc Alligator? C'est pas le dernier modèle. Et peut-être qu'effectivement, en fait, il a halluciné parce que en combinant des infos qu'il a récupérées, bah le truc, tu vois, était pas très clair. Donc, il a peut-être pris un article de blog quelque part, une info qu'il a pas très bien compris. Donc, c'est plutôt ce type d'hallucination. Donc, toi, tu connais bien la marque Rolex parce que tu bosses pour la marque Rolex, tu es en train de faire un communiqué de presse, donc tu vois, tu es quand même en train de faire un truc chiadé, et toi, tu es en mesure de pouvoir retirer cette phrase. Elle apporte rien, c'est une hallucination. Donc oui, il y en a Ouais. toujours, Oui, mais Louis, mais je suis d'accord avec toi. Si je connais bien, je me relis, tu vois. Là, je te parlais, voilà, je connais pas, je connais pas Rolex, par exemple. Quand il me dit, voilà, le précédent modèle Alligator, nanani, nanana, est-ce qu'il y a des façons, hormis vérifier toutes les infos qu'il te met dedans et d'aller les vérifier, de les identifier? bon, alors Donc, déjà, donc, je te rassure, il n'a pas trouvé de modèle Alligator. et je crois que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les IA ne sont jamais aussi bonnes qu'avec la personne qui les utilise. C'est ça. L'IA, c'est pas quelque chose d'uniforme, et je te répondrais que si tu es appelé à faire un texte sur Rolex, bah, je te dirais documente-toi avant de parler de quelque chose que tu maîtrises pas. Ça ira mieux. Et je me permettrais, vu que j'ai pris la parole, Vas-y, j'aimerais bien partager quelque chose parce que depuis tout à l'heure, vas-y. Je euh, vais sortir de là. j'aimerais bien montrer un truc pour pouvoir rebondir sur ce que tu faisais sur l'écran, sur la production de contenu, pour montrer une manière qui a révolutionné ma manière d'utiliser l'informatique depuis 2 ans et véritablement grâce aux IA. Et ça peut paraître tout bête, il faut que je le retrouve, mais c'est le fait de faire des captures d'écran. Par exemple, ça, c'est un texte qui est généré avec du ChatGPT. Je passe pas derrière. Ça, c'est du texte classique. Là, aujourd'hui, ça, c'est un logiciel en ligne qui a pour but de venir montrer les phrases qui sont compliquées et les phrases qui sont trop longues. Avec ChatGPT, aujourd'hui, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est de venir dans une conversation, venir lui capturer ce que j'ai à faire et lui passer dans ma conversation. Hop là, si ça veut bien. Et lui passer dans ma conversation ce que j'ai à faire. Et normalement, j'ai prévu le prompt à côté. Voilà. Et je vais lui passer ce qu'il a à faire comme travail. Et il va venir me réécrire le contenu qu'il trouve à l'intérieur. Ça, c'est valable pour tout. En vérité, c'est valable pour tous les logiciels. Ah, il est parti sur du Python. Bah, ça, c'est le problème de la... Ah bah, je suis sur du Canva. C'est logique. Autant pour moi. Ok. Donc, logiquement, il aurait dû réécrire les choses comme il faut, mais le message que je veux passer, c'est que ChatGPT, il est capable de tout lire dans des images et qu'aujourd'hui, faire des captures d'écran de tout et n'importe quoi avec ChatGPT, c'est ce que je fais toute la journée. Ok, Et une autre chose. Ah non, je continue. Une deuxième chose qui a révolutionné pour moi, qui est vraiment importante, c'est on parle des Canva depuis tout à l'heure, mais on en parle pour du texte. Sauf que les Canva, c'est bien pour du texte, mais c'est aussi bien pour faire du code. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin, et c'est là le message que je veux faire passer, c'est que ChatGPT nous permet aujourd'hui de reprendre le contrôle de nos propres machines en venant, par exemple, nous permettre de réaliser des actions qu'avant on était incapable de pouvoir faire. Il y a quelques jours, pour un client, je devais, sur 127 pages différentes, recenser
tous les liens qu'il y avait, je suis allé sur ChatGPT, je lui ai passé des captures d'écran, j'ai échangé avec lui un moment et à la fin, j'ai eu un code Python qui m'a permis de gagner. Ça, c'est 15 minutes d'échange avec ChatGPT. À côté, c'était 8 heures de travail. Voilà. Et ça, on a les mêmes fonctions. On a aussi des choses qui nous permettent de pouvoir rajouter des commentaires, faire du débugage à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je trouve que Canva, depuis que Canva est sorti, j'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs. Qu'aujourd'hui, avec quelques lignes de code, je reprends le contrôle de la machine et que je peux faire des choses qu'avant, je pouvais véritablement pas faire parce que je suis pas développeur. Alors, Voilà. c'est Et essentiel ce que tu dis, Sébastien, parce que donc cette fonctionnalité Canvas que donc vous avez sous les yeux là, que Sébastien nous montre, mais qui est également celle juste avant qu'Augustin nous avait montré. Parce qu'en fait, Oui. Augustin, il a glissé, c'est-à-dire qu'on était d'abord sur ChatGPT entre guillemets standard, et puis ensuite, hop, il nous a fait passer dans Canvas pour faire les modifications de texte là sur notre fameux article Rolex. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer la blague de Ludovic dans le chat qui nous dit ChatGPT n'est pas pompeux, mais c'est le style du Figaro qui est pompeux. Voilà, je pense qu'on a la blague du live, donc merci Ludovic. Je reviens sur Sébastien. Donc cet outil Canvas, il a été développé à la base pour les développeurs. Et après, effectivement, ça a été étendu pour l'usage de la rédaction tel qu'on vient de le montrer. Mais à la base, effectivement, c'est pour les devs. Alors, Sébastien, toi qui, pour le coup, tu vois, peut-être celui parmi nous qui a le plus de connaissances en la matière, c'est un peu comme les IA génératives pour les images et les vidéos. C'est-à-dire que ceux qui s'en servent le mieux, c'est ceux qui ont déjà les bases. Oui, c'est ça. Moi, je suis, je pense, vraiment une quiche, tu vois, en SQL ou en Python, mais vraiment. Hein. D'ailleurs, je confonds, je pense, les requêtes entre SQL et Python. Je vois pas trop comment Canvas pourrait m'aider, ou en tout cas, s'il m'aide, je suis obligé de lui faire à 100% confiance, parce que tous les résultats Alors qu'il va me là, donner, tu vois. ce qui m'a fait venir à utiliser Canva, c'est mon épouse qui rêvait de faire du développement informatique, qui en a jamais fait de sa vie et qui avait comme ça, qui voulait récupérer quelque chose sur internet. Elle y est allée, elle a tout, c'est même lui qui lui a fait installer le serveur Python sur son ordinateur, elle y connaissait que dalle et à la fin, elle est venue me voir, elle me fait: «Regarde ce que j'ai fait avec ChatGPT» et j'ai fait: «Ah ouais, d'accord, on en est là». Je vais reprendre un peu la main, je vais continuer de montrer ce qu'on peut faire, parce que effectivement, on peut faire du développement, écrire du code, mais bon, Je suis toujours en train de me le guider, hein. les novices, ils vont pas pouvoir faire ça tout de suite, et puis je leur conseille pas d'ailleurs. Mais moi, ce que je voudrais montrer aussi, c'est que on peut, par exemple, prendre le cahier des charges d'un appel d'offres. Voilà, vous avez l'appel d'offres, vous avez reçu, vous n'avez pas le temps de le lire. Euh, bon, si vous allez répondre à l'appel d'offres, vous mieux le lire, mais vous n'avez pas le temps de le lire en détail. Vous lui demandez faire un résumé de l'appel d'offres. Là, en plus, tu es allé nous chercher un appel d'offres public, hein. Oui, Parce que je vois qu'il y a public, écrit site de ville, je sais pas quoi. Donc pour ceux qui voilà sont du côté agence, moi ce qui est mon cas, il y a rien de pire que ces appels d'offres. C'est voilà, si vous voulez si vous voulez nuire à votre santé mentale, lisez ces documents. Donc là, on est en train de penser à votre santé mentale grâce à ChatGPT. Donc là, je lui ai demandé de faire un résumé de l'appel d'offres. Alors, certes, il a fait un résumé. Donc là, on sait que veulent-ils, je vais demander un résumé des attentes. Hop. Donc là, on a le résumé des attentes. Derrière, vous pouvez, hop, on va aller jusqu'au bout, vous pouvez aussi lui demander comment puis-je me démarquer. Oh oh. Oui, d'accord. Ok. D'accord. Vous allez prendre un des points. Je ne sais pas, moi, je suis hébergé aujourd'hui par une société qui crée des sites web. Je lui demande comment ils feraient eux. Et par exemple, eux, ils ont un produit qui s'appelle Cacao. Comment un CMS serait meilleur qu'un développement à façon.
Hop, je pose la question et il va me répondre. Et là, vous pouvez construire petit à petit votre réponse. Il fait Bon, pas la vous- reco. Voilà. Non, ce qu'on doit dire, parce que là, effectivement, on le fait passer vite, mais en gros, il est pas en train de faire la reco. C'est-à-dire que on va pas prendre ça et l'envoyer directement à la ville de Lourdes. Hein. Je crois que c'est ça, c'était pour la ville de Lourdes. C'est Donc ça. on va pas envoyer ça et ensuite aller à la grotte pour prier en espérant avoir une réponse. Pas du tout. C'est simplement qu'il va balayer l'intégralité des leviers qu'on pourrait activer et qu'on pourrait mobiliser dans notre reco, mais ça nous évite de partir de la page blanche. Voilà, c'est ça Exactement. ça nous évite déjà de lire le document qui fait mal à la tête et ensuite de faire un brainstorm avec l'équipe pendant 4 heures où à la fin, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire bah, finalement, on va pas répondre à cet appel d'offres tellement on a la tête qui va exploser. Là, on a déjà, hop, notre plan de bataille et qui est pas déconnant. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui demander, voilà, je suis sûr que je ne l'ai pas lu, mais que toute ville ou tout territoire va demander de l'éco-conception, puisqu'aujourd'hui, ils demandent tous de l'éco-conception. Donc, en gros, manger moins de carbone et que ça soit accessible pour tout le monde. Donc, on peut très bien, vous voyez, partir là-dessus. Donc, bon, comme vous le voyez, ça répond, mais ça va être très, très compliqué. Ce que l'on peut faire derrière, c'est donc là, je n'ai pas utilisé la fonctionnalité Canvas, hein, c'est du 4O normal. Vous voyez, il n'est pas dans une fenêtre Canvas. Je peux lui demander, vous voyez, tout en haut là, je peux lui demander de partager. Et hop, vous allez voir créer un lien. Et donc derrière, hop, j'ai le petit lien. Je copie le lien et je peux le donner à quelqu'un à quelqu'un de mon équipe de façon à ce qu'il puisse aller voir et reconstituer tout ce qui s'est dit dans la conversation. Je peux aussi lui demander faire un Word de toute cette conversation. Alors, je rassure les gens de la pub là, qui sont autour de moi. Non, ce n'est pas la conversation de ce matin. C'est un truc que je fais là en live. Hop. Tac. Sinon, dans le chat, on a Mathis qui revient donc sur Canvas pour le code et qui dit on peut apprendre le code grâce à Canvas, même pour des novices comme moi. Ce qui est sûr, Sébastien, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est que c'est hyper intuitif. Donc, évidemment, même si au début on n'y connaît pas grand-chose, on a des bases balbutiantes, on apprend très vite grâce à ChatGPT parce qu'il est très pédagogue. Ce que j'ai dit, en plus, il explique tout. Mais Bruno disait dans notre chat en interne de se méfier peut-être d'une partie du code. Alors peut-être premièrement pour les questions de droit d'auteur, ok. Ensuite peut-être pour des questions de piratage à l'intérieur. Bon. Ouais, c'est ce qui ressortait en fait, Sébastien, ce que je mettais dans ce chat-là. Ouais. J'ai médiatisé des études de sécurité informatique et une des trouvailles de l'année dernière des hackers, c'était de faire référencer des codes malicieux. Et en fait, quand tu maîtrises pas le code, tu vas demander à ChatGPT de t'aider à créer un code pour développer une fonction, un logiciel ou enfin, ce que tu veux. Et en fait, tu vas avoir tellement de références sur telle solution ou tel code qui va te permettre d'y arriver que ChatGPT va considérer ce code-là comme étant fiable, alors que ce sont des hackers qui ont augmenté la crédibilité de ce code-là pour cette problématique-là, et donc lui va te les intégrer sans aucune vérification. Et tu te retrouves avec dans ton code un code malicieux qui va permettre d'ouvrir une fenêtre ou de créer un hack. Bon, je vois que les complotistes sont parmi nous. Donc, Merci moi, Bruno. je vais continuer sur. Vous voyez, ça nous a généré un fichier Word. Donc, je clique dessus. Vous voyez, il y a Word qui va se lancer. Et vous avez l'intégralité de ce qui s'est dit. On a créé un Word, mais on pourrait aussi résumer toute l'analyse en quelques points. Hop, je tape, ça fait du bruit. Et faire un document PowerPoint.
Ça, c'est Augustin le gamer. Il a un clavier mécanique. C'est ça, hein, Augustin? C'est ça, c'est ça. Ah. C'est un clavier qui fait du bruit. En bois. Non, non, mais bon. Alors, moi, je suis un peu âgé, mais j'ai connu les premiers IBM et ça faisait clac, 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 clac. Ah, c'était Et, pire. et j'ai voulu retrouver cette sensation. Voilà. Donc, hop, voici le document PowerPoint. Et donc, le document PowerPoint est là. Hop, j'ai qu'à cliquer dessus et je télécharge le fichier qui arrive là-haut. Et voyez, c'est un document PowerPoint. Donc, vous avez vu tout ce qu'on peut faire. On peut analyser des fichiers, on peut analyser des fichiers Excel, des fichiers Word, des fichiers PDF. On peut lui poser des questions. On peut lui rentrer du texte quand on n'a pas la version payante, rentrer du texte, lui demander de le résumer, de le raccourcir, vraiment de retravailler tout ce qu'on veut. C'est à ça que ça sert ChatGPT, en tout cas au début, quand on débute avec. Maintenant, ce que je voudrais, c'est donner la main à Catherine, qui va, hop, je vais me quitter cette fenêtre. Et Catherine va nous montrer comment elle, qui est graphiste, elle utilise ChatGPT pour faire du graphisme, pour faire des créations. Tu peux peut-être leur montrer qu'on peut faire du DALL-E. C'est-à-dire, DALL-E, c'est le logiciel de dessin qui est intégré à ChatGPT. On peut aussi faire des dessins avec DALL-E. Ouais, j'ai d'abord passé par mon, comme je suis dessus, parce que j'ai créé, Ok. donc j'ai créé un GPT de prompt d'image, donc pour faciliter par rapport à la quantité, je dirais que j'utilise à peu près à 50% du temps. Donc qui regroupe en fait tout un tas de tableaux que j'ai créés sur Google Sheets en fait, et derrière j'ai créé un GPT qui analyse et me propose des prompts adaptés à ma demande. Donc, Ok. Je vais faire le candide à la place de Bruno. Quand tu dis j'ai créé un GPT, donc dans ChatGPT, tu peux créer des automatisations, c'est ça que tu veux dire? donc c'est ça. Donc tu peux je le montrerai après au niveau de l'accès, mais quand tu vas dans explorer les GPT, en fait tu peux créer ton propre GPT qui va automatiser ce que tu as besoin. Que j'en ai créé plusieurs, soit sur là je suis sur ça, sur les profils IA. Au tout début j'avais fait, il est toujours là, le LinkedIn copywriting, voilà, qui avec tout un tas de données que qu'on peut avoir. Ok. Donc là sur l'exemple, donc j'ai défini à la base des styles de prompt ou de style d'image que je souhaite, donc cinématique, des prompts classiques, plus détaillés, avec de la texture, etc. Donc à partir de là, je choisis un style que j'ai envie. On va aller sur n'importe quoi au départ. Classique prompt. Voilà, et à partir de là, en fait, il va me demander, je peux vous le mettre un French. Donc là, il va me demander de détailler mon sujet, l'environnement, etc. Et donc, tout en étant bref. Donc, on va mettre une femme, 30 ans, assise, lumière matinale. Voilà, par exemple. Donc là, il me le fait en français, évidemment, comme j'ai commencé en français. Tu es en train de nous dire qu'en anglais, c'est mieux quand tu promptes pour faire du dessin? Alors ça, c'est une évidence. C'est moins évident sur vis-à-vis de, par exemple, sur Syllab, où je travaille beaucoup aujourd'hui. Et Syllab, c'est un autre outil, c'est ça? c'est un autre outil, mais à la fois, par exemple, celui-là, il est à la taille, entre guillemets, de un prompt pas trop long, quoique aujourd'hui, on peut utiliser des prompts plus longs sur Midjourney. Mais en prompt court, idéal pour aller poster sur Midjourney. Et sur le même prompt, je peux lui dire fais-moi un prompt donc plus long
pour flux. Donc, plus détaillé. Donc Parce Flux, que c'est un là, on autre, n'a pas la même. Flux, c'est un autre Flux, produit. c'est un autre. Bah, c'est comme, enfin, flux est sur syllabe. Donc là, évidemment, hyper détaillé. Et il va chercher dans ma base de données, en fait, tout ce qui est ombre, lumière, tout ce qui est appareil photo, enfin, etc. Tout ce qui peut exister au niveau de la sensibilité de toute la base que j'ai pu créer. Et à partir de là, j'ai un prompt qui est beaucoup plus détaillé. Après, j'analyse, je regarde ce qu'il y a là-dedans. Et des fois, il va me marquer des choses que j'ai pas envie de voir. Et comme certains mots, comme nude, où est-ce qu'on n'a pas le droit, sinon on se prend une baffe par mid-journée. Mais voilà quoi. Il faut vraiment aller. Et donc vous avez les différentes versions que vous pouvez appliquer après sur ça. Donc ça, c'est vraiment la base. Et donc pour montrer, donc explorer les GPT. Donc là, vous avez tous les GPT. Donc ça, on n'y est pas nécessairement allé, mais dans ChatGPT, c'est pas mal. Il y a vraiment beaucoup de données, beaucoup de choses. Donc là, vous avez DALL-E. Donc là, c'est pour la génération d'images. Donc vous démarrez la conversation. Et là, même vous pouvez écrire la même chose. Donc femme assise dans son salon, photoréaliste. Je fais au plus vite. Ok, Et là, il est en train de générer une image. d'accord. Tu peux lui donner une taille, tu peux absolument tout lui demander. Complètement. Et puis après, on peut totalement aussi le modifier. Enfin, on peut faire la modification, évidemment, télécharger. Un truc que moi, quand j'ai commencé j'ai commencé ChatGPT, DALL-E, et après, je suis passée sur Midjourney. Vous avez aussi le prompt qui est vraiment très intéressant même pour les débutants, parce que ça vous donne une idée précise de l'ordre du prompt et ce que vous pouvez y avoir pour avoir votre description que vous pouvez tester. Vous le copiez, vous allez le passer sur Midjourney ou sur un autre et pour voir ce qu'il peut vous proposer aussi, quoi. Catherine, Donc c'est intéressant. Oui. alors moi j'utilise un tout petit peu DALL-E. En gros, si tu veux, sur mes communiqués de presse, régulièrement j'utilise des images pour illustrer. Régulièrement, c'est mes clients qui me donnent les images, mais parfois ils vont pas vérifier si les images sont libres de droit ou quoi. Et genre 6 ans, 7 ans, 8 ans après, je reçois des lettres d'avocats parce que j'ai publié ces communiqués sur mon site. Donc du coup, j'ai pris l'habitude, si tu veux, quand je fais mes communiqués de presse, de demander de passer par DALL-E pour qu'il me produise une illustration par rapport à un propos. Et régulièrement, il va me mettre du texte dedans, mais c'est du texte qui va être en anglais. Quand je dis en français les légendes ou en français les textes, il me les laisse en anglais. Il y a une solution pour ça ou il faut demander sans texte? Enfin, peut-être dans le principe, il faut demander sans texte déjà du départ. Ensuite, il y a ce que j'ai montré, il y a le fait de pouvoir effacer, de sélectionner et effacer l'endroit où est-ce qu'il n'y en a pas de texte, mais où est-ce qu'il peut y avoir du texte pour régénérer en lui disant sans texte, ni en anglais ni en quelconque langage que ce soit, ou de rajouter un texte spécifique. Ok. Je vais prendre la main 30 secondes, Catherine. Et je te Ouais. la rends juste après. Je vais montrer hop, ici. Je voudrais aussi montrer que avec, alors je vais me passer en chat GPT 4o pour qu'on ne puisse pas se dire que c'est Canvas à chaque fois. On peut lui donner une image et on peut lui dire décris-moi, décrire cette image. Hop. Et normalement, il le fait. Et donc à partir de ça, donc voilà, vous avez eu une image que vous avez pris quelque part, vous allez la mettre là. Je te réponds, Bruno, parce que c'est un peu ce dont tu avais besoin. Ton client t'a donné une image, mais bon, tu ne sais pas si elle est libre de droit. Tu la mets là, et là, il te propose une description très précise. Et là, faire une image avec DALL-E à partir de cette description. Hop. Et là, il va te la faire. C'est un truc et astuce pour que ça soit plus simple pour toi de faire des images
qui correspondent à tes clients. Alors effectivement, il n'y a pas hop, j'aurais dû la demander de la retourner, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est bon. Ça fait un peu trop IA, mais bon, on peut demander une version plus paysage, plus réaliste. Hop, réaliste. Oups, bon, c'est pas grave, il a compris ce que je veux dire. Je vais te rendre la main. Vous voyez, on n'y est pas encore, mais bon, ça commence à être déjà un peu plus réaliste. Bon, après, DALL-E n'est pas le meilleur outil pour faire des images. Bon, Catherine. Clairement pas. Catherine, vas-y. Midjourney. Donc, on était pour créer des GPT. Après, j'ai 2-3 questions que je vois dans auxquelles je vais répondre. Donc, ici, vous avez à la fois mes GPT, donc tout ce que vous pouvez créer au niveau des GPT, et ici, vous avez créé. Et donc, en fait, c'est ici que vous décrivez tout votre GPT. La description, le nom, la description, nom, c'est ce qui va venir ici, description, c'est ce qui va venir juste en dessous. Que fait ce GPT? Donc c'est là où est-ce que blablabla, vous racontez tout ce que vous voulez mettre. Dans l'idéal, au départ, je le fais en français, aujourd'hui, je le fais en anglais. L'amorce de conversation, c'est le bouton que vous pouvez avoir. Je vais dire bonjour, par exemple. Donc là, c'est celui qui implique le début en fait de la conversation. C'est l'incentive. Oui, voilà, plus charger les fichiers. Donc ça c'est là où je viens charger ma base de données. Dedans, je crois que j'ai ma base de données, j'ai un document PDF. Voilà, sur d'autres choses, c'est pareil. J'essaye d'intégrer le maximum de données pour pouvoir créer ces GPT. Alors Catherine, tu es en train de nous dire en fait que plus tu nourris un GPT ou ça serait ChatGPT, ce serait pareil, hein, plus tu nourris la conversation, plus tu obtiens des choses précises et sympathiques. C'est exactement ça, ce que j'ai évoqué ce matin dans ma masterclass. C'est vraiment de nourrir au maximum. Je dirais aujourd'hui, on a le bénéfice qu'il enregistre en plus. Donc, et que vous pouvez lui dire aussi d'enregistrer un point spécifique. Mais vous pouvez, plus vous donnez de l'information, plus vous affinez la chose, que ce soit pour un GPT ou pour dans une conversation, vraiment, vous pouvez avoir des choses hyper précises. Et je dirais tout ce qui est aussi biais, tout ce qui est hallucination, etc., vous les réduirez aussi en alimentant et en étant hyper précis. Alors, on va préciser ce qu'est un biais, si tu le veux bien. Un biais, par exemple, c'est si vous demandez à ChatGPT de vous faire un Indien qui vient d'Inde, il va vous faire systématiquement une personne âgée. Bizarrement, mais ça s'appelle un biais. Oui, c'est comme les biais sur comment que ça s'appelle, sur Midjourney, où est-ce qu'il va vous faire tout le temps des femmes avec des taches de rousseur. Enfin, visiblement il y a un amoureux des taches de rousseur chez Midjourney, donc ça a été entraîné sur ce genre de personnes-là, et ce qui fait que à chaque fois ça ressort. À chaque fois, si vous dites en anglais a boss in his office ou in her office, pouf, vous allez avoir un homme, quoi. Donc il y a des choses comme ça qui et blanc, oui, blanc y en a aussi. Un homme blanc. Oui, blanc en général. Et donc voilà, ça ce que vous retrouvez moins sur Flux et donc sur Syllab que sur Midjourney, qui est vraiment le spécialiste dans. En gros, ce que tu dis, c'est que domaine. Si on parle anglais et que on interroge en fait une base de données qui a été nourrie avec quelque chose qui vient d'Angleterre, des États-Unis, parce que c'est là où il y a la plus grosse base, on aura forcément les biais américains. De ce qu'ils ont entraîné en fait. Donc, Oui. Forcément, si vous lancez juste une femme, etc., vous allez avoir le biais naturel de Midjourney, par exemple. D'accord. Donc, sa représentation de ce que peut être la femme.
Voilà, Ok, ce qu'ils ont entraîné au plus. très bien. Euh, Tu voulais ajouter quelque chose ou on passe à Sébastien? Alors Sébastien, il m'a promis de ne pas être trop technique. Je compte sur lui. Bon, tu veux ajouter quelque chose, Catherine? C'était juste répondre. Ah, réponds. Alors réponds. On est là pour répondre. Il y avait pas mal de questions. C'était, j'ai créé ma base de données avec du GPT, avec ChatGPT. Donc, je suis allée interroger par rapport à des tokens. Donc, les tokens, pour expliquer, c'est des mots ou morceaux, enfin, ensemble de mots importants. Donc, tout ça, je l'ai généré sur ChatGPT. Au niveau langage, il comprend aussi le français, même si c'est plus difficile, parce qu'il comprend toutes les langues. Si vous parcourez un peu ou quand vous entraînez votre personnalisation, vous voyez qu'il y a n'importe quel langage et enfin langue étrangère, on va dire, par rapport au français. Et donc, vous pouvez tout à fait prompter comme ça. Ok. Douce humeur matinale, par exemple, je l'ai fait, je sais pas si je peux le partager encore. Non, j'ai encore la main pour partager. Je vais te. Hop, tu es où? Antoine, tu peux partager? Oui. Ouais, donc ouais, là je l'ai fait. Il est en français, donc il y a vraiment l'image en tant que telle, quoi. Ok. Bon, là, on s'est un peu éloigné de ChatGPT. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on donne, par exemple, tous les emails qu'on a écrits euh, durant le mois, on les fait stocker à ChatGPT, il va vous écrire des emails qui reprennent mais vraiment votre style. C'est-à-dire que vous lui dites, bah, vous le prenez, par exemple, un email que vous venez de recevoir, vous le collez, vous lui dites, réponds à cet email avec mon style, et il va le faire. Voilà. De même, si vous voulez avoir n'importe quelle documentation ou truc et astuces Windows, vous lui rentrez une collection de PDF où il y a des trucs et astuces Windows, et derrière, normalement, il sait vous répondre. Voilà, Bruno, j'espère que ça répond à pas mal de tes problématiques, surtout sur les emails. Voilà. Si tu lui stockes 200 emails ou 300 communiqués de presse que tu as écrits, il écrira le prochain communiqué de presse exactement comme les précédents. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu récupères, voilà, imagine, tu viens de récupérer un client, il a un stock de documents qu'il a réalisés, tu les prends, tu les donnes à ChatGPT, et derrière, tu lui dis, bah, écris-moi, je ne sais pas, sur une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau produit, et tu lui demandes de faire le communiqué, il va s'inspirer de ce qui a fonctionné avant, et il va répondre de manière adéquate. Voilà. Je te laisse la main, Sébastien. Ok, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, déjà, pour pouvoir rebondir sur les échanges, on parlait un petit peu aujourd'hui des biais cognitifs, des IA de manière générale. Un exemple de biais cognitif qu'on va pouvoir voir, c'est exactement ce que tu disais. C'est à partir du moment où on va commencer à lui poser une question beaucoup trop précise. Donc là, alors, ça marche, bah là, il a l'air de continuer. Alors, donc là, il n'a pas halluciné, mais hop là, j'ai la conversation qui a halluciné juste ici. Voilà. Donc du coup, je lui ai posé la question parce que comme ça génère à chaque fois une réponse, parfois ça marche, pas ça marche pas. Et donc là, c'est une question extrêmement précise sur quelque chose qui n'existe pas. Et il va être quand même capable de pouvoir me dire qu'il y a ce décret et me dire ce qui parle à l'intérieur du décret. Ah, mais Donc, moi si aussi, j'ai vu le film. Donc, si aujourd'hui la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je peux venir réduire les hallucinations, bah déjà le simple fait aujourd'hui qu'il ait accès à Internet et le forcer à avoir accès à Internet, ça peut être une bonne chose, mais on peut voir ici qu'il a beau avoir accès à Internet, ça n'a pas changé le fait qu'il soit venu halluciner dedans. Est-ce que Donc, tu pour peux lui pouvoir poser la question je ne connais pas ce décret pour voir ce qu'il te répond. ah, bah, en fin de compte, j'ai déjà continué la conversation avec autre chose derrière. Ah, ok. Euh, je continue. C'est pour rebondir sur ce que disait Catherine. Ok. Aujourd'hui, les GPTs. Alors là, une autre question. Est-ce qu'il faut payer ou pas payer pour ce genre d'outils? Bah, je dirais que, à titre personnel, je préfère payer 40 € par mois pour être certain
que mes données n'entraînent pas l'IA, déjà, la première chose. Et ensuite, je trouve qu'on a une utilisation complète de ces outils qu'à partir du moment où on a accès à l'intégralité de l'outil. Et les GPTs font partie de... c'est pas compliqué à partir du moment où je pense que je vais devoir faire une tâche 2 ou 3 fois, ça donne un GPTs. Et donc là, pour la démonstration du jour, puisque je pensais qu'on allait parler des biais cognitifs, par exemple, j'ai fait un petit GPTs donc, qui s'appelle Sanitizer. Et donc, comment ça marche, les GPTs? Tout simplement, quand je suis à l'intérieur de ma conversation, ici, je peux commencer à venir rappeler les différentes GPTs que je vais avoir à ma disposition. Voilà. Je peux, comme ça, en plus, les enchaîner les uns derrière les autres. Tout à l'heure, on se posait la question des modèles qu'on pouvait enchaîner, mais on peut aussi intégrer à l'intérieur et jongler avec différentes GPTs à l'intérieur. Et donc là, l'idée, on lui repose la même question. Et donc le GPTs, lui, comment il est fait? Il est fait en disant qu'on va venir prioriser à l'intérieur des sources. On va regarder s'il a à disposition certains éléments. On va le faire réfléchir et poser l'information et arriver à la seule conclusion qu'il doit avoir, c'est qu'aujourd'hui, toute tentative de description serait une extrapolation non vérifiée. Voilà, par exemple. Alors bien évidemment, ça réduit absolument pas toutes les hallucinations de l'IA, sinon, j'aurais fait un autre ChatGPT à côté. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en le guidant déjà, on arrive à drastiquement réduire les hallucinations et en plus, la version 4o commence à avoir du mal à halluciner. C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment être hyper spécifique dans les requêtes pour arriver à le faire halluciner et les versions preview, c'est encore plus difficile. Donc ça, c'était pour, une utilisation qu'on pourrait avoir de ChatGPT. Et une autre chose qu'a dit Louis, je crois, c'était parler du contexte et je crois que Catherine en a également parlé. Plus on va fournir du contexte à l'IA et mieux elle va travailler. Alors il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, on va devenir un peu feignant en travaillant avec l'IA et ce qui se passe, c'est que l'IA, c'est bien quand on lui tape des choses, mais au bout d'un moment, c'est un peu relou. Donc du coup, je voulais montrer quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, avec des GPTs, on peut venir gagner du temps, comme par exemple, si je viens utiliser ce GPT-là, qui a pour but de venir, hop là, je peux lui dire, c'est pour un de mes clients, donc ici, Power IT. Et le but du jeu, en fin de compte, c'est dans une conversation, lui, il va venir chercher dans sa fameuse base de connaissances et venir me sortir tout ce qu'il y a à savoir sur le client dans le cadre de mes projets et ce qui me permet comme ça d'initialiser la conversation avec et d'être sûr de ce qu'il lui dit. Mais comme je disais qu'on devient feignant avec l'IA, on devient doublement feignant puisqu'aujourd'hui, j'ai aussi fait un GPTs pour pouvoir créer les fichiers que je vais donner à l'autre GPTs. Et donc, lui, par exemple, il suffit de lui dire « cherche ». Alors, je vais m'écrire comme ça sur internet powerit.com. Donc ici, j'ai même pas besoin de venir faire quoi que ce soit d'autre. Il va aller chercher et il va venir. Hop là. Tu peux C'est bon. agrandir un peu ton écran, de faire. Ah oui, bien sûr. Hop. Et voilà. Et donc là, il me fait une sortie, comme je lui ai demandé à l'intérieur du GPTs, plus des fichiers que je lui ai envoyés. Et comme ça, ce fichier-là, j'ai plus qu'à le sauvegarder et à l'envoyer à mon autre GPTs ici, où je vais avoir chaque client. Hop là. Je vais avoir mes clients que je vais envoyer dans la base de connaissances. Et c'est ces fichiers-là que je fais. Et grâce à ce genre de petites astuces, déjà et d'une, on arrive à simplifier la vie. Et de deux, on arrive à injecter comme ça du contexte qui est à propos par rapport à ce qu'on a à faire. Et puis, on peut le refaire plusieurs fois grâce aux GPTs. Voilà. Ok, génial. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait aussi se passer de contexte. Bon, vous avez vu, Sébastien, lui, il n'entraîne pas OpenAI avec ses propres données. Voilà, moi, je fais exactement le contraire. Donc, moi, j'en ai eu marre de taper ce que j'étais, ce que je faisais. Et donc là, si vous allez dans paramètres, vous allez lui demander des personnalisations, vous allez demander la mémoire, vous allez faire gérer. Et là, il sait exactement tout ce que j'ai demandé et il se souvient de tout. D'accord? Bon, évidemment, je peux effacer la mémoire du GPT. Hop, c'est comme ça. Et hop, il ne sait plus rien sur moi.
Mais voilà, on peut l'entraîner à ses propres données. Et tu peux personnaliser également ton profil, en fait. C'est ça, exactement. Voilà, moi Pas, qui n'aime pas les uniquement, verbes, pas uniquement avec la mémoire, hein, non, avec les paramètres enregistrés. Voilà. J'ai bien accès à la en fait, mémoire. Hein, tu as accès à la mémoire aussi? Oui, mais j'entraîne pas le modèle. D'accord. Bah oui, mais c'est 40 euros alors qu'il y en a des gratuits et à 20 euros. On est d'accord. Voilà. Non, c'est pour répondre aussi aux gens. Oui, non, mais Il y a de tout qui nous je regardent. suis tout à fait d'accord avec toi, mais voilà, je suis des partisans de ces genres d'outils qu'on paye. Voilà. Et c'est Voilà. vrai. Et je dirais que quand on sait la quantité. Alors, je dirais que pour se convaincre que c'est vraiment pas cher, il suffit de commencer à utiliser l'API d'OpenAI et à tenter de faire la même chose qu'on fait, mais avec du code cette fois-ci. Et les factures, c'est des dizaines d'euros par jour. Donc, ChatGPT, en vérité, l'accès au web, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est techniquement derrière. Enfin bon. Exactement. Je suis pas fournisseur OpenAI. Hein. Je n'ai pas d'action. Bon, Bruno, est-ce que toi, le Candide, on a répondu à toutes tes questions? Ou est-ce que tu veux qu'on fasse d'autres démonstrations? Non, moi ça me va, c'était plutôt clair. Mais après, voilà, peut-être qu'il faudrait refaire un autre sur comment on crée ces GPT, parce que là, vous m'avez complètement largué. C'est la technique de Sébastien. Quand il veut que ça se finisse, il nous parle de GPT et un peu de Python. Moi, j'aime bien GPT. Voilà, mais sinon c'était plutôt clair et je vous remercie. Si, petite question, mais il est plus là, le toc. Louis, il avait un étudiant qui avait un souci, il est parti, il va revenir, mais pour l'instant, il n'est pas dans le coin. Ah, il arrive. Ouais. Hop. Alors, parce que c'est juste pour l'anecdote, mais j'interviens aussi en master sur une école de communication, master 2, et il y a un an, il y a le directeur qui m'a demandé, mais comment tu t'assures, comme tu leur donnes beaucoup de rédaction à faire, comment tu t'assures que la rédaction, elle n'est pas faite par ChatGPT? Et de la même façon que maintenant, sur les mémoires de master, moi, dans l'école dans laquelle j'interviens, tu as un score aussi de quel pourcentage du travail a été fait par GPT. Donc ça m'amuse, moi j'ai tendance à répondre, moi je m'en fous que ça a été fait par ChatGPT ou pas. Dès l'instant que c'est fait correctement, je ne vais pas leur interdire d'utiliser Word ou Internet ou machin. Donc pour moi c'est un peu la même chose, mais voilà. Oui, donc là tu es en train de nous dire que c'est un outil et que donc de la même manière que Word est un outil. Exactement. Wow. Ok. Et Louis n'est pas encore arrivé. Il est toujours dans le bureau avec son étudiant. Bon. Il y a une chose qui est claire, c'est que ChatGPT fait vraiment gagner du temps. On parle de ChatGPT, mais on pourrait aussi parler de Claude 3, de Mistral ou de Gemini, mais bon, c'est ChatGPT le plus connu, hein, donc c'est pour ça qu'on en parle le plus. Ça fait vraiment gagner du temps, ça peut faire gagner de l'ordre du quart d'heure par heure à quasiment 90% du temps. Pour des gens qui font des actions très répétitives, exactement comme a fait Sébastien. Lui, il a formaté ses clients, il les stocke dans ses contextes, et donc il sait que pour tel client, il faut répondre de telle manière. Et donc, c'est sûr que là, vous n'êtes pas obligé de vous poser la question, mais qu'est-ce que je lui ai dit la dernière fois et comment je vais faire? Il sait le faire. Voilà. Et quant à répondre à Bruno avec son inquiétude du départ qui était est-ce que son métier ou le métier d'assistante ou le métier d'office manager va être mangé par ChatGPT ou par l'intelligence artificielle? Non, vous voyez, Catherine en est la preuve, c'est les gens qui utilisent les produits et non pas le produit qui utilise les gens. Donc si vous avez du talent, vous serez encore meilleur avec les outils IA. Si vous ne savez pas les utiliser, les outils IA, effectivement, vous risquez qu'une personne, c'est ce qu'on dit toujours, hein, qu'une personne qui sait les utiliser prenne votre job, mais l'IA toute seule ne le prendra pas. Louis, veux-tu continuer? Oui, pardon, hein, j'ai dû m'absenter parce qu'effectivement, en général, le vendredi, c'est le jour où je suis à l'école et donc
voilà, j'ai un étudiant qui est venu me voir qui avait un petit souci et je lui ai dit tout de suite connecte-toi sur Yapluka pour continuer à suivre le live. Donc je pense que c'est ce qu'il est allé faire avec ses camarades. Donc je crois que c'était sur les examens, c'est ça? J'ai vu dans le chat on parlait de. Non, Bruno, tu peux lui reposer ta question. Pardon Bruno. Oui, parce que non, mais le temps de remettre le son. Non, je disais, dans l'école dans lesquelles j'interviens, on m'a posé la question l'année dernière en me disant, mais comment tu t'assures que tes étudiants n'utilisent pas ChatGPT pour les rendus que tu leur demandes? Et de la même façon que quand je fais la direction de mémoire pour des Master 2, encore une fois, depuis l'année dernière, on nous sort des scores, des pourcentages de rédigé, de pourcentage du mémoire rédigé grâce à une IA. Et donc, j'ai que ça me laissait songeur parce que moi, je partais du principe que c'était juste un outil. Comme tu le disais à l'instant, c'est tu l'utilises bien ou tu l'utilises mal, bah, le résultat, ce sera de la merde ou ce sera bien. En fait, voilà, je voulais connaître un peu ta position là-dessus. Oui, en fait. ok. Alors, nous, en tout cas, on a dû effectivement faire évoluer notre politique vis-à-vis de la thèse professionnelle, parce que nous, en fait, les étudiants, ils font une thèse professionnelle, et donc on vérifie deux choses. Donc, c'est des logiciels qui le font. Je crois que le nôtre s'appelle Compilatio, et donc à partir en fait du PDF, du rendu final, hors annexe, on vérifie le plagiat internet et évidemment la rédaction avec IA. Si ce taux, donc le taux de plagiat évidemment, alors le taux de plagiat il y a zéro, enfin, tu vois, c'est en dessous de 3%, ça va, au-dessus de 3%, il y a un vrai souci et donc effectivement il y a des gens qui ne sont pas diplômés, c'est problématique. Voilà, le plagiat c'est problématique. L'IA, au-delà de plus de 30% de textes rédigés par IA, on impose aux étudiants de mettre que leur thèse professionnelle a été rédigée à l'aide d'une IA. Et ensuite, dans les annexes, on leur impose de mettre une notice d'utilisation de l'IA en mettant tous les prompts et tout ce qu'ils ont utilisé qui figure dans la thèse. Donc, autant te dire que ça râle. Voilà. Mais c'est un super exercice parce qu'en fait, ça les amène à devoir revenir à froid sur la façon dont l'IA les a aidés à non pas rédiger, mais concevoir leur thèse professionnelle. Parce que là, ce qu'on vient de voir avec ChatGPT, c'est à la fois effectivement de l'aide à la rédaction, mais c'est aussi de l'aide à la pensée. Ça vient structurer notre pensée. L'exemple d'Augustin sur le cahier des charges du site de Lourdes, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les réponses qui nous ont été apportées par ChatGPT, c'est des réponses qui vont nous aider en fait à démarrer notre stratégie, qui vont nous aider à structurer notre pensée. Et c'est là où il y a une vraie révolution de l'IA. Et moi, je le vois dans l'exercice, et toi aussi, Bruno, avec nos étudiants, c'est que en fait, nos étudiants, ils pensent mieux grâce à l'IA. Donc, vous avez compris que je suis plutôt, je fais partie du monde des positifs, du monde, enfin de ceux qui considèrent que les IA génératives font plutôt partie du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je n'occulte pas les problèmes, évidemment. Et je dis pas qu'il y a des étudiants qui ne trichent pas et qui dépassent les bornes. Mais cette minorité-là, elle m'intéresse peu, en fait. Moi, je m'intéresse plutôt à la grande majorité de mes étudiants, j'ai peut-être de la chance, je sais pas, mais qui en fait comprennent les apports nombreux que l'IA ont déjà dans leurs études et vont avoir dans leur futur professionnel. Et Augustin, tu disais de manière très diplomate, et ça te ressemble bien, que finalement, c'est pas très grave de pas utiliser les IA. Ouais, moi, je vais pas parler de gravité. Je vais juste dire qu'il y a un avant et un après IA. Si vous travaillez dans la communication, dans le marketing, si vous travaillez dans l'écrit, puisqu'on a commencé par ça dans l'écrit, moi je ne peux que vous encourager à vous intéresser très très vite à ce qui se passe sur ChatGPT, sur Gemini, sur Perplexity aussi, on en a parlé, puisque l'option Canvas de ChatGPT, vous pouvez la retrouver également sur Perplexity avec quelque chose qui s'appelle Pages, les pages. Voilà, ça va vous amener forcément à revoir, tiens, qu'est-ce que c'est le copywriting, qu'est-ce que c'est le content marketing, est-ce que ça a encore du sens de faire des blogs ou de passer par des interfaces du type Medium, les réseaux sociaux aussi. Enfin, Augustin, je sais qu'on se rejoint là-dessus. Moi, depuis que j'utilise ChatGPT, alors,
je fais ChatGPT et Gemini pour m'aider à rédiger mes posts sur LinkedIn. En fait, j'ai une approche complètement différente de LinkedIn. Là où avant, c'était un petit peu pénible de devoir bloquer du temps dans ma semaine à me dire, bah tiens, il faut que je fasse mon post LinkedIn, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire, et puis finalement, on procrastiner. Là, non, là, c'est un jeu. Là, j'y vais avec plaisir. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ce mois-ci? Allez, ChatGPT, donne-moi quelques idées. Absolument. Et il y a quelque chose que Bruno et toi, Louis, vous allez voir, c'est du plagiat de IA. Parce que comme le contenu qu'on va retrouver sur le web va devenir quelque chose qui a été produit par de l'IA, on va avoir sûrement du plagiat d'IA chez tes étudiants. Bon, après, je t'ai déjà fait la démonstration. On peut très bien écrire entièrement sa thèse ou sa thèse professionnelle avec ChatGPT, le passer dans Antidote, hein, qui est un produit similaire à ce que utilisait Sébastien tout à l'heure, lui demander les améliorations, le repasser dans ChatGPT, le remouliner Claude. avec Claude, avec 2-3 ordres. Claude est un logiciel, hein, pas une personne. Donc avec 2-3 ordres très précis et on obtient un produit. Je dis bien un produit, hein, parce que c'est plus un texte. On obtient un produit qui est carrément qui passe haut la main sous les fourches détecteurs. codines de Louis. Hein. Je veux dire, ça me franchement bientôt, plus on avance, plus on aura du mal à décerner ce qui vient de ChatGPT. Mais Augustin, est-ce que c'est grave? Tu vois, c'est ça. Enfin, Ah non, mais pour moi, je je sais, mais c'est une vraie question. Il se trouve que, bon, voilà, on est en live, mais c'est une vraie discussion que j'ai avec la direction de l'école. Parce qu'il me trouve un peu trop. Comment je peux dire ça? Laxiste. Non, progressiste. Enthousiaste. Voilà. Ouais, c'est vrai, Sébastien. Un peu trop progressiste. Et je les comprends, évidemment. Hein, je les comprends. En fait, moi, je dis, OK, j'ai un étudiant ou une étudiante, peut-être, tu vois, qui un jour va me rendre une thèse professionnelle ou en tout cas un devoir, comme c'est le cas avec les étudiants de Bruno, qui sera entièrement réalisé par une IA. OK. Et voilà, je vais passer à travers. Tu vois, je vais pas le voir. Voilà, je vais pas le voir. Je dis très bien, bravo, il ou elle Mais m'a eu. elle y OK. aura passé beaucoup plus de temps que quelqu'un qui l'aurait écrit réellement. Ouais, Alors, exactement. Et c'est Je vais exactement. me permettre de Vas-y, répondre à Sébastien. ça. Ici, tu vois, là, normalement, sur cet ordinateur-là, j'ai mon petit apprenti qui travaille à distance et je lui dis quelque chose il y a 3 jours. Je lui dis, tu sais, Grégory, je lui fais, moi, un développeur, aujourd'hui, je l'embauche plus maintenant s'il me dit qu'il n'utilise pas l'IA. C'est pour pouvoir utiliser l'IA, il faut apprendre à travailler avec elle. Il faut apprendre. Regarde, tout à l'heure, on parlait de contexte et on parlait des GPTs et on disait à Sébastien les GPTs. Mais typiquement, aujourd'hui, c'est s'organiser avec les outils que l'IA nous propose pour pouvoir devenir plus performant. C'est aussi une autre manière de penser, de percevoir notre travail, de percevoir. Et je dirais que le seul truc où je suis heureusement que j'ai pas à me poser ce genre de questions aujourd'hui, c'est que je suis très partagé parce que on dit qu'il n'y a pas de menace sur les métiers. Ok, c'est vrai. Par contre, là, je vois une menace, c'est sur les débutants et les assistants qui commencent. Puisque aujourd'hui, quelqu'un comme moi arrive maintenant à faire du code du même niveau que mon petit apprenti ici. J'arrive même à faire valider son code et à discuter avec lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, une expertise dans son métier s'impose de plus en plus. Et plus on est expert de son métier, et plus on utilise bien l'IA, et plus ça a des effets bénéfiques. Donc Là, voilà. C'est un amplificateur, en fait. Oui, je trouve. J'avais Et de rédigé conneries aussi. J'avais rédigé une tribune qui a été publiée dans In Data Veritas, qui était sur la base d'une discussion que j'avais eue avec Augustin. C'était de dire le métier d'attaché de presse, non, l'IA va pas piquer votre boulot. En revanche, vos alternants et vos stagiaires, Voilà. va falloir faire gaffe. C'est Mais en ça, même temps, c'est bien parce que ça va les forcer à avoir un degré d'exigence supérieur et d'avoir une expertise plus en développement que simplement ce qu'ils faisaient en tant que stagiaire ou alternant de base. Bruno. ChatGPT vous aide à aller aussi plus loin, en fait. Vous accompagne, je vais pas dire vous dirige, parce que là je vais avoir
une nuit de mauvaises choses, mais j'irais même sur des profils. Hier, on me parlait de personnes dyslexiques qui avaient qui étaient artistes en général, et en fait, ils ne voulaient pas prompter parce que ils avaient la difficulté, comme ça, j'ai dit, avec ChatGPT, vous pouvez parler, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'écrire, et ce qui fait que vous transposez votre idée donc en prompt, parce que vous demandez à l'oral un prompt et vous n'avez pas cette difficulté d'aller plus loin et d'avoir la difficulté à écrire, déjà en français, alors en anglais. C'est le niveau supérieur, quoi. Donc, ça donne vraiment, c'est un prolongement de soi. Moi, j'ai un profil neuroatypique, ce qui fait que, en fait, ça me permet de canaliser mes idées et d'avoir de multiples conversations tout en n'ayant qu'une seule et de pouvoir continuer. Donc, ça amplifie, c'est un outil, ChatGPT, un outil qui permet d'amplifier ce que vous êtes. Et donc, c'est pour ça il faut vraiment le prendre en main. Enfin, je dirais les plus jeunes ont plus de difficultés à comprendre l'utilité, mais quand ils auront perçu cette utilité, et voilà, c'est là que ça deviendra puissant, quoi. En fait, ce que tu dis, Catherine, je pense que c'est là où on doit mettre un petit bémol sur ce qu'on a pu dire avant. Je dis notamment Bruno, Sébastien et moi parce qu'on était un peu les technos positifs, les IA positifs. Il y a plein de super commentaires dans le chat d'ailleurs. Merci de les mettre, Augustin, parce que tout ce qui est dit dans le chat aussi est vrai. Donc là, ce qu'on dit, enfin en tout cas, je vais engager que moi, c'est plutôt des profils études supérieures, voilà, de gens qui arrivent peut-être en 4e ou 5e année, voilà, de formation en master, et qui ont déjà en fait un socle fondamental. Voilà. Moi, je suis pas compétent pour parler du collège ou du lycée ou même du post-bac parce que c'est pas du tout le type d'étudiant que j'ai. Et là, je peux pas dire quel est le bon niveau d'IA à trouver. En tout cas, moi, les étudiants que j'ai, je pense que c'est ton cas également, Bruno. C'est le cas aussi de Sébastien avec les alternants ou les stagiaires que tu peux avoir. En fait, c'est des gens, ils savent pourquoi ils apprennent. Ils savent pourquoi ils sont à l'école. Donc, ils savent très bien que c'est pour eux. Donc, ok, quel est l'intérêt de venir, entre guillemets, tricher avec ton directeur et ta directrice de master? Aucun, d'accord? Ça va te permettre de gagner peut-être un jour ou une semaine de répit. Mais au final, ça va pas te faire comprendre pourquoi tu le fais. Dans le chat, j'ai vu quelque chose qui était très juste sur demander à l'IA de faire ton devoir de maths, ça va pas te faire comprendre ton devoir de maths. Et donc, même si effectivement ton prof le lendemain il y voit que du feu, en fait, à un moment, tu vas être bloqué. Tu vas être bloqué. Et parce que ton premier coach et ton premier juge, c'est toi-même. Donc tu sais très bien, je veux dire, si tu n'as pas compris comment on structure un texte, là je parle aux attachés de presse, et on en voit qu'il y en a quand même un certain nombre, hein. Moi j'espère que l'IA va nous permettre de pouvoir sortir de tous ces textes de blogs, de sites complètement pourris, mais hyper optimisés au niveau du SEO. Vous savez qu'ils sont une espèce de putaclic dans lequel tu as 40 lignes de texte pour une info et tu es obligé d'aller fouiller dans le 4e paragraphe pour trouver cette info. Moi, je trouve que ça, pour moi, c'est le cancer du web, c'est le cancer de l'Internet. Et si au moins l'IA, tu vois, peut aider, tu vois, à essayer d'avoir des textes qui sont plus clairs, plus compréhensibles, tout en étant optimisés SEO, et ça, c'est une pierre dans le jardin de Sébastien, mais tant mieux. Et moi, je dis que le problème de ces textes-là, ils ont été écrits par des gens qui, en fait, ne savent pas écrire et ne savent pas penser. Voilà. Donc, si l'IA aide à penser et aide à écrire, dans le cas de Catherine, si elle permet d'augmenter et d'accélérer la créativité et la capacité à faire, moi, je veux dire, Catherine, c'est canon ce qu'elle fait. Je ne sais pas comment tu étais avant l'IA, hein, mais en tout cas, ce que tu fais aujourd'hui avec l'IA. C'est déjà formidable, alors t'imagines après. Non, mais c'est canon. Donc, voilà, on va encore marteler parce que ça fait aussi partie des mantras IA plus K et d'Inata Veritas d'une façon générale. On est dans une économie qui est fondamentalement collaborative. Voilà, donc profitez-en tant que ça existe encore, c'est-à-dire on a des gens qui viennent partager, des gens qui ont passé des heures, des jours, je pense notamment à l'ami Yoni Atlan ou Alexandre Stopnicki, voilà, qui là sont en plein dans les IA vidéo. Quand vous les voyez dans les lives, ils ont les yeux de lapin parce qu'ils ont passé une semaine entière à essayer de voir comment on fait ça sur Kling ou etc. Et bien tout de suite après, ils viennent vous partager la fonctionnalité, ils viennent vous montrer comment ils l'ont fait, ils vous font gagner du temps. Profitons-en.
Voilà. Pour me permettre de Bon. rebondir sur ce que tu disais, Louis, les IA, aujourd'hui, on en parle beaucoup pour faire quelque chose. Mais si tu veux, par exemple, j'ai un GPT qui a qu'un seul but, c'est quand je lui parle, c'est de venir me stimuler sur mon métier, sur le métier de SEO. Le but du jeu, c'est apprends-moi quelque chose de nouveau, dis-moi des choses que je sais pas. Et en fin de compte, on va échanger et il m'interroge tout le temps. Il me pose des questions dans toutes ses réponses pour creuser systématiquement. Et il m'a déjà appris des trucs. Moi, c'est ce que j'ai fait au niveau de la personnalisation. J'ai imposé qu'il me pose le plus de questions possible pour aller toujours plus loin, en fait. Donc, au final, je me rends compte que tu as un chemin, enfin, même pour n'importe qui, n'importe quel niveau, etc. Tu as un niveau d'analyse que tu vas aller plus loin, tu vas lire plus, tu recherches beaucoup plus de choses. C'est pas juste de dire, attends, j'appuie, enfin, ce qu'on te dit sur beaucoup, attends, en 30 secondes, je vais te prendre quelque chose. Non. Tu as un travail, tu vas analyser beaucoup plus, je dirais pour les thèses, etc. Ok, mais derrière, c'est quand même un travail profond, un travail d'analyse, un travail de recherche que on vient complémenter, et quel que soit le niveau. Ok, c'est exactement ça, du coaching. Là, c'est ce que vient de dire Ouais, ce que Aurore. dit Aurore. C'est exactement ça. ChatGPT, il faut le voir comme un coach. Voilà. D'ailleurs, c'est la C'est un mode des coachs assistant. tout le temps. Voilà. Je voudrais dire aussi que comme on va passer à la voix, on parlait des jeunes qui n'étaient pas, ils n'aiment pas taper, c'est pas parce qu'ils sont dyslexiques, hein, mais ils n'aiment pas taper des prompts. Je pense que dès qu'on va passer sur du tout voix et sur des vrais assistants intégrés à des logiciels qui sont sur vos téléphones, ça va encore passer un palier Oui. très intéressant. Voilà, on arrive au bout. On a Et Augustin, bien c'est ce débordé. que dit Jean-Manuel dans le chat. Ouais. Dans le chat, là, c'est un des derniers commentaires. Il dit: je l'utilise lors de mes déplacements en vocal pour que ChatGPT me challenge dans la réflexion autour d'une idée. Enfin, pour moi, c'est encore mieux qu'un coach. C'est-à-dire que, je sais pas, j'espère que vous avez des compagnes ou des compagnons patients. Voilà. Bon, moi, ma femme, on s'adore, hein, mais parfois elle me dit: écoute, Louis, trop d'idées là, il y a trop, il y a trop là, je peux plus suivre. Bon, bah, ChatGPT, il me dit jamais ça. Il le Voilà. dit plus. Avant, il le disait à un moment donné. Oui, c'est vrai. Non, bon, blague à part, enfin, ça permet je trouve, de se rendre plus intelligent. Ça nous fait forcément progresser. Donc, Ouais. n'hésitez pas. Et on parle de la version gratuite, là, les amis, hein. Ouais. On a montré plein de fonctionnalités payantes, mais ça, Pas tant que ça. déjà, Et d'y aller pour n'importe quoi. Je dirais ce que j'ai exprimé ce matin, quelqu'un qui allait découvrir ChatGPT, qui allait rentrer dedans, je lui ai dit: lancez-vous, écrivez, faites n'importe quoi, et ce qu'on ne demande pas, je dirais, d'être hyper pointilleux. Après, on le deviendra. Mais au départ, lancez-vous, faites, cherchez, écrivez, voyez ce qui vous répond, la manière qu'il vous répond, etc. Et vous allez apprendre à lui parler. La conversation va se faire dans la réalité. Et au fur et à mesure, vous allez gagner en apprentissage et en développement sur ChatGPT. Ok, là on a vraiment beaucoup débordé. J'ai du tout. deux choses à vous montrer. D'abord, le livre qui est sorti hier de Pauline Ebel. Hop, je vous le montre normalement. Pourquoi il n'apparaît pas? Hop. Pourquoi il n'apparaît pas? C'est rigolo le commentaire de Eddie. Hop, si je fais ça, pourquoi il ne... Bon, il ne veut pas apparaître, alors je ne sais pas quoi faire. il y a des super commentaires dans le chat, hein, vraiment. Enfin, merci. C'est Merci à rigolo. tous ceux là qui participent. Il y a des super commentaires. Notamment Jacques sur. Je sais pas si tu peux l'afficher, Augustin. Pardon, je sais qu'on déborde, mais il est super son commentaire sur le fait qu'il est archi intérieur. Alors non, ça c'était. Il était marrant aussi. Ouais. Jacques, il nous a sorti quelques punchlines sympas. Voilà, celle-ci. Je suis archi intérieur et je pensais utiliser Midjourney pour inspiration, mais au final, si je lui demande de faire un bureau d'accueil sur mesure, il va me faire un truc hyper top et finalement, je vais rester bloqué dessus et je perds en réactivité. C'est vrai que c'est le piège aussi. Ok. Donc là, voilà le livre de Pauline qui est sorti hier. Je vous le conseille. C'est autre chose que ce qu'on trouve habituellement. Alors, je vais le répéter encore une fois, mais n'achetez pas des prompts, ça sert à rien. Voilà. Si vous cherchez des formations, oui, mais des prompts, non. Voilà. Et sinon, je vois l'avatar d'Alexandre Stopnicki qui s'agite. Alors, je vais vous le passer une dernière fois. Si vous souhaitez apprendre et aller plus loin avec ChatGPT et les autres intelligences artificielles, si vous voulez comprendre
quels en sont les meilleurs usages, si vous voulez découvrir des méthodes exclusives, alors je vous recommande vivement de visiter notre site iamagique.com. Magique, ça s'écrit Q-U-E, comme en français. Et évidemment, sur le site, contactez-nous pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, je vous annonce en avant-première pour cette émission que nous allons lancer un programme d'apprentissage intitulé 33 jours pour devenir un IA talent. Chaque jour, vous recevrez un challenge avec une formation, des exercices d'application et des corrections personnalisées pour progresser à votre rythme. Mais ce qui sera complètement exceptionnel et inédit, c'est que vous serez accompagné d'une intelligence artificielle que j'ai appelée Bot-moi le QI. Et cette exclusivité est le fruit de 15 années d'expérience pédagogique. Alors surtout, visitez notre site iamagique.com pour en savoir plus. Ce qui est génial, c'est que c'est pas Alexandre. Ce n'est pas Alexandre. Voilà, vous voyez où on en est aujourd'hui. Agent Alexandre. C'est ça, incroyable. Je vous laisse faire pas votre la voix. promo. La voix, c'est pas Agent. Non. Si, je pense que c'est sa propre voix. Bon, en tout cas, les gestes, c'est pas lui, hein, c'est clair. C'est un avatar. Oui. Mais l'histoire de dire Q-U-E, c'est un petit mélange. Voilà. Catherine fait des formations, mais elle fait des formations au graphisme. Il ne faut pas hésiter à aller la voir, à aller sur son site que nous allons mettre sur le blog juste derrière, sur le LinkedIn juste derrière. Et idem pour Sébastien qui fait des formations. On ne va pas se cacher aussi. Voilà. Il est un peu technique, hein, vous l'avez vu. Il est capable de nous perdre en quelques secondes. Voilà, avec son Python. Mais bon, il est très intéressant. Voilà, je vous dis merci à tous. Louis, un grand merci d'être venu. Bruno, un Candide, mais expert. Candide expert. Voilà. Un Candide version Voltaire, hein, Bruno? C'est ça. Voilà. Merci à tous. C'était chouette. Merci à vous tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera d'Avatar. Donc, ne manquez pas cet épisode. Yoni nous a préparé des choses. Alexandre Stopnicky aussi. Vous allez voir des choses incroyables. Si vous pensez que vous avez tout vu sur les avatars, les influenceurs virtuels qui n'existent pas, mais qui font beaucoup d'argent sur Tinder, vous allez les retrouver là. Ça va parler d'OnlyFans aussi. Hein. Je ne sais pas si ça va faire remonter l'audience. Mais... Si, ça va parler d'OnlyFans, ça va parler des 6 comptes sur YouTube qui font un carton et qui touchent des milliers de